Yo, bienvenue à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin 2019 et il y a 10 ans, jour pour jour, la WWE nous présentait le troisième pay-per-view après WrestleMania 25, c'est-à-dire Extreme Rules 2009 en direct de la Nouvelle-Orléans devant 9214 spectateurs. Ce show à l'époque avait été acheté 213 000 fois, 213 000 achats de pay-per-view, et nous avons une carte qui est relativement similaire à ce qu'on a eu depuis WrestleMania lors de Backlash et Judgment Day, deux pay-per-view dont bien entendu vous retrouvez la review dans la playlist sur la clinique, la playlist la WWE dans la nuit des temps. Donc on a Edge et Jeff Hardy d'un côté, on a Big Show, John Cena d'un autre, et on a aussi Orton et Batista. Au-delà de ça, on a d'autres... Ah oui, on a aussi CM Punk et Umaga. Et je dois dire que je suis assez content de lancer ce show, car le dernier, celui de Judgment Day 2009, était vraiment un très très bon pay-per-view que j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder. Donc on va voir, on espère, on croise les doigts, pour que ce Extreme Rules continue un petit peu cette tendance, cette tendance bien positive après WrestleMania 25. On commence le pay-per-view avec un match à 4 pour le championnat US. C'est Kofi Kingston qui a gagné la ceinture US à Raw, donc 6 jours auparavant seulement, qui va défendre son titre contre William Regal, MVP. J'étais un très grand fan d'MVP. Et enfin, Matt Hardy qui a terminé sa feud avec son frère Jeff lors de Backlash et qui depuis un petit peu essaye de se retrouver, de retrouver un petit peu sa place au sein de la WWE. Donc on a un Kofi Kingston tout fraîchement champion. Le match dure seulement 7 minutes, ce qui est un tout petit peu court, je trouve, pour un opener. Mais la foule est bien dedans. Alors le contre-coup de ces 7 minutes, moi ce qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de temps pour construire une histoire. Est-ce que le micro est trop proche? Je sais pas, est-ce qu'on entend les... Voilà, on n'a pas eu le temps de mettre en place vraiment une histoire dans le match, donc c'était très rapidement beaucoup de spots, tellement de spots qu'il y en a eu 2 qui ont été ratés, donc 2 ratés relativement remarquables, pas dans le sens positif pour le coup, en à peine 7 minutes. Qui c'est qui m'envoie des messages? J'ai dit que je serais pas dispo. En moins de 7 minutes. Voilà, c'est un petit peu, pour moi, ça a un petit peu heurté la manière dont j'ai profité du match, mais ça bougeait bien dans tous les sens et au moins il y avait de l'action non-stop. Il y a un moment où Kofi Kingston fait un boom drop sur à la fois Matt Hardy et William Regal. Au niveau des ratés, je sais plus, mais il y en avait un où il y avait MVP, Kofi Kingston et William Regal, Kingston et William Regal sur la 3e corde. Donc c'était on a l'impression qu'ils se dépêchaient, ils allaient trop vite. Et finalement, c'est Kofi Kingston qui remporte le combat avec le Trouble in Paradise sur William Regal. Ce combat, je lui ai mis 2 points de suture. C'est pas trop ma tasse de thé, les matchs comme ça, qui sont non seulement courts et où ça punch beaucoup niveau spot, où il n'y a pas trop d'histoire, on pose pas vraiment les bases du combat. Et puis c'est vrai que il y a 1 ou 2 fois dans le match, je me suis rendu compte que le body slam était presque devenu une prise de transition. C'est-à-dire qu'on fait un body slam pour ramener à quelque chose d'autre. Et ça m'a rappelé qu'à l'époque où je faisais des séminaires de catch, notamment en Belgique en 2015, plusieurs séminaires, où justement j'essayais de transmettre ça aux tout jeunes catcheurs qui commençaient à s'entraîner, ou qui étaient sur le point de débuter dans le ring, ou qui voulaient tout simplement s'améliorer. Parce que le body slam en lui-même peut avoir une grosse importance, et pendant ces séminaires, je me souviens que je leur disais, faites-moi un match de 5 minutes, et vous n'avez pas le droit de faire de prise, si ce n'est le body slam qui doit être le finish. Et c'est comme ça qu'on se rend compte de l'importance des moves, et qu'on n'est pas obligé de faire 30 000 trucs. Quand on fait un match de 5 minutes qui termine sur un body slam, et ben le body slam a beaucoup plus d'impact, évidemment, mais en le faisant, on s'en rend encore plus compte, a beaucoup plus d'impact que... mais arrêtez les messages. Beaucoup plus d'impact que voilà, si on fait plein de moves. C'était toujours une grande satisfaction pour moi de voir cette prise de conscience qu'on peut faire du catch, on peut jouer avec la foule, on peut tourner, pas tourner autour du pot, mais vraiment on peut prendre son temps, poser des bases et ensuite terminer sur un body slam en ne perdant pas non plus l'implication de la foule. Ensuite, on a une interview de Big Show qui va parler de son match Submission contre John Cena. Je me dis merde alors, parce que si on doit se taper un submission match entre Cena et Big Show, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, je vais essayer de pas trop y penser et d'enchaîner direct avec le match suivant. Ensuite, c'est un match pour le championnat intercontinental entre Chris Jericho et
Rey Mysterio Jr., match dans lequel il n'y a pas de disqualification, tous les coups sont permis. Alors lors de son arrivée, Jericho, il vient pas par le stage normal, il a le micro et il est dans les stands de merchandising où ils vendent les t-shirts et notamment les masques, dont les masques de Rey Mysterio, parce que l'histoire autour de ce combat, et Chris Jericho raconte tout ça pendant qu'il se balade à travers la foule depuis le stand jusque sur le ring, c'était assez sympa, assez inhabituel et original. Donc il dit que vraiment, ce soir, il va enlever le masque de Rey Mysterio et c'est toute l'histoire du combat. Alors après, pour vous qui êtes habitués à la série La Nuit des Temps, vous avez peut-être déjà vu les pay-per-view WCW dans La Nuit des Temps, notamment ceux de 1999, lors desquels vous avez l'occasion de voir Rey Mysterio qui était déjà démasqué à la fin de la WCW, avant qu'il ne revienne masqué à la WWE à l'été 2002. Perso, j'ai toujours été un grand fan des deux, que ce soit Rey Mysterio ou Chris Jericho, parce qu'on voit que les gars sont intelligents et qu'ils catchent d'une manière tout à fait différente pour nous donner ce qu'on attend, mais jamais de la manière dont on l'attend initialement. Et c'est ça qui fait la beauté de leur match, bien que, je dois l'avouer, pour celui-ci, j'ai mis un petit peu plus de temps à me lancer dans le truc, à être investi dans le combat, ce qui m'a finalement un petit peu surpris, parce que j'ai de très bons souvenirs de tous leurs matchs de l'époque. Donc c'est vrai que j'en attendais un petit peu plus que finalement ce que j'ai vécu en regardant le match. Et franchement, je m'en veux un tout petit peu parce que j'ai l'impression de ne pas avoir profité du match autant que j'aurais dû. Parce que le match se termine au bout d'un quart d'heure. Chris Jericho gagne le match après avoir justement retiré le masque de Rey Mysterio suite à une esquive de 619. Il contre le tout en... c'est Schoolboy ou Petit Paquet, bref. C'est comme ça qu'il remporte le combat. Rey Mysterio après se couvre bien sûr le visage. Et Jericho remporte le championnat intercontinental pour la 9e fois. Et il brandit fièrement le masque de Rey Mysterio à la fin du combat. Combat voilà que j'ai franchement le dernier tiers j'ai beaucoup aimé, surtout au premier rang il y avait toute une rangée de zigotos qui étaient super chauds pour le heel, pour Chris Jericho, donc ça donne toujours comme ça une espèce d'ambiance un petit peu particulière lorsqu'il y a des espèces de mâles pleins de testostérone qui sont surexcités et qui encouragent les heels, mais malgré ça c'était un très bon combat. Lorsque vous le regarderez, peut-être que vous l'aimerez plus que ce que moi j'ai aimé. Je lui ai mis 3 points de suture et demi. Et peut-être que ça en valait 4, mais ouais, comme je vous ai dit, j'ai mis du temps à me lancer dedans. Je sais pas si c'est à cause du premier match qui m'a laissé un peu sur ma faim ou qui m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Bref, toujours est-il que ça aurait pu être mieux. Peut-être que d'autres personnes mettront des notes supérieures, mais une chose est sûre, c'est que c'était un très bon match, avec un contexte assez original, avec une histoire qui est bien racontée, et puis voilà aussi, comme je l'ai dit, beaucoup d'intentions, je veux pas dire jamais vues, mais toujours aller repousser pour finalement donner au public ce qu'il attend, que ce soit un 619, un Codebreaker, que ça arrive toujours au moment où on ne l'attend pas. Et ça, c'était un vrai plaisir de voir ces deux artistes à l'œuvre. Ensuite, on a une interview de Batista qui va affronter dans une cage Randy Orton un petit peu plus tard dans la soirée. C'était assez bizarre comme promo parce que... je sais, est-ce que c'est Todd Grisham ? Non. Josh Matthews qui l'interview. Il lui pose une question et ensuite on a le clip de promo Batista Randy Orton qui va durer 2 minutes et ensuite Batista répond à la question. Donc, c'était un petit peu bizarre de faire le truc dans ce sens-là. Bon, soit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le Samoan Strap Match entre Umaga et CM Punk. Alors, je rappelle les règles du Strap Match. D'ailleurs, c'est toujours sympa de voir comment ils rendent le côté un peu ethnique. Parce que là, donc, il y a Umaga, c'est le Samoan Strap Match. C'est un petit peu comme Savio Vega lors de Beware of Dog pay-per-view, le In Your House Beware of Dog qui a eu lieu en mai 1996. On avait Steve Austin contre Savio Vega dans un match de la courroie, le strap match, où ils sont reliés par une grande lanière de cuir. Et en fait, à l'époque, le truc de Savio Vega qui venait de Porto Rico, ça s'appelait le Caribbean Strap Match. Donc j'aime bien ce petit côté sympa lorsqu'on personnalise un petit peu la stipulation du match. La stipulation du match, je la rappelle que pour gagner le combat, chaque catcheur, le catcheur qui veut gagner doit toucher consécutivement les 4 coins de ring, les 4 turnbuckles. Donc le match, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on se soucie moins de faire du spectacle et on se soucie beaucoup plus de remporter le combat. Donc même s'il y a moins de catch, que ça bouge moins, on se rend vraiment compte que les deux catcheurs ont à cœur de gagner le match et c'est quelque chose qui manque, je trouve, de plus en plus dans le catch moderne, c'est qu'on pense trop au spectacle et on ne pense pas à représenter un affrontement légitime entre deux catcheurs. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, même si c'est sûr que là en plus c'était assez court, ça durait 9 minutes.
9 minutes à l'issue desquelles c'est CM Punk qui a le Money in the Bank depuis WrestleMania, qui remporte le match. Après un go to sleep, alors en fait il y a Umaga qui vient pour le Samoan Spike, il court vers CM Punk qui a déjà touché 3 turnbuckles, il l'esquive, il le met sur les épaules, il le jette en l'air pour lui porter le go to sleep et il tombe en arrière et il touche le 4e turnbuckle et remporte ce combat. Ce combat, je lui ai mis combien ? Je lui ai mis 2 points de suture parce que voilà, c'était pas l'extase, mais il faut souligner l'effort des catcheurs de garder une vraie crédibilité entre guillemets sportive de ce combat, et ça j'ai beaucoup apprécié. Après, pour la deuxième fois, on a des images de la Nouvelle-Orléans, donc avec les bateaux Bourbon Street et compagnie, et c'est toujours un plaisir de voir ça parce que ça me replonge non seulement à l'année dernière en 2018 avec WrestleMania 34, mais aussi en 2014 pour WrestleMania 30. Donc après avoir eu la chance d'aller 2 fois à WrestleMania à la Nouvelle-Orléans, c'est toujours avec une certaine nostalgie et un petit sourire que je vois les images comme ça, des bateaux à la Tom Sawyer qui sont sur l'eau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, ensuite on a un match pour le championnat de la ECW, match triple menace entre Christian, Jack Swagger et Tommy Dreamer. Christian et Jack Swagger qui nous ont offert déjà 2 très bons combats lors de Backlash et de Judgment Day. Là, désolé, il y a Tommy Dreamer, donc c'est mal barré. Franchement, moi, évidemment, entre guillemets, en tant que professionnel, je peux pas critiquer un catcheur qui est à la WWE parce que de toute façon, il a accompli 1000 fois plus que ce que moi j'aurais pu rêver d'accomplir lorsque moi-même je catchais, mais il n'en reste pas moins vrai que j'ai jamais compris comment Tommy Dreamer a pu rester aussi longtemps à un aussi haut niveau. Qu'est-ce qu'il fait ? En plus, il gagne le combat sur son DDT au bout de 10 minutes, il devient le nouveau champion ECW. J'ai mis à ce combat 2 points de suture. Voilà, il y avait des coups de poubelle, des coups de couvercle de poubelle, des coups de béquilles, il y avait un petit peu de chaise aussi. Donc voilà, ça bougeait un petit peu, mais c'était un combat un petit peu fourre-tout comme ça. Et je sais pas trop comment expliquer, où il y avait on a l'impression que voilà, il se passait de l'action dans le ring, mais on n'avait aucune vraie raison, on va dire, de vraiment s'impliquer dans le truc. Et puis, alors je salue et je m'excuse auprès des fans de Christian, dont Ishtu qui le porte dans son cœur depuis très longtemps. Quand Christian fait des matchs purement de catch, parce que c'est ça son truc pour moi, on l'a vu lors de Backlash et de Judgment Day 2009, quand Jack Swagger, quand il fait juste du catch, il arrive à raconter une histoire très simple, très efficace, qui permet au public d'être très présent et très investi dans ses matchs. C'est toujours un vrai plaisir. Mais quand il commence à faire des shows télé comme sur le network, quand il fait des podcasts, ou quand il commence à faire comme ça et jouer avec la foule, je suis désolé, moi je suis très mal à l'aise parce que je trouve ça lui va pas, quoi. J'ai l'impression qu'il essaye d'incarner un personnage, enfin, où il essaye de faire quelque chose que lui ne ferait pas s'il n'incarnait pas ce personnage. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? Donc moi je trouve qu'il y a un truc bizarre et c'est assez malaisant, quoi. Donc, et puis ouais, j'ai de nouveau eu ce flash comme ça, parce que dans le match, à un moment, comment ça se passe ? Ah oui, il y a Tommy Dreamer qui fait EC Dub en se tapant sur la poitrine, il part, mais Christian vient l'attaquer par derrière, et ensuite il fait pareil EC Dub, et ensuite il fait comme ça. Et c'était presque ridicule, franchement. Mais bon, on va enchaîner. Ah oui, merde, non, on va pas enchaîner, enfin, j'aimerais ne pas enchaîner avec ce qui suit, parce que ce qui suit, c'est Santina, donc Santino Marella déguisé en femme depuis WrestleMania, donc ça commence à faire, ça fait 3 mois maintenant. Avril, mai, juin, ouais, ça fait... Ouais, 3 mois, non 2 mois, putain, je sais pas compter, qui affronte Vicky Guerrero dans un match de la porcherie. Alors, est-ce que j'ai oublié un match de la porcherie quelque part ? Parce qu'il me semble que dans l'histoire, il n'y en a eu que 2. Il y a eu celui-ci et un autre qui a eu lieu en décembre 1995 lors de In Your House, Seasons Beatings, même s'ils n'avaient pas encore de nom officiel. Je crois que c'était le sous-titre du pay-per-view. Et dans ce pay-per-view, on a vu Henry Godwin contre nul autre que Triple H dans un match de la porcherie qui avait été remporté, je sais même plus qui l'avait remporté, bon, c'est pas grave, mais la question que je me pose, c'est est-ce que j'en ai oublié un, est-ce qu'il y en a eu un troisième autre dans l'histoire? Bon, peu importe, ce match dure même pas 3 minutes, je lui mets direct une ambulance et je veux qu'on passe à la suite, parce que Tommy Dreamer plus Vicky Guerrero dans un match de la porcherie, c'est un petit peu trop pour moi. Ensuite, on a le match pour le championnat de la WWE dans une cage entre Randy Orton et Batista. Dès le début, Randy Orton, il donne tout ce qu'il a. Il court comme un dératé pour essayer de sortir de la cage, de s'échapper, parce que on voit vraiment qu'il est pris aux tripes par son instinct de survie dans cette cage avec Batista où il va se faire défoncer, quoi. J'ai été très surpris parce que le match finit
très rapidement, au bout de 7 minutes seulement. La fin, elle arrive à peu près au bout d'1 minute pendant laquelle Batista essaye de porter le Batista Bomb. Et finalement, lorsqu'il arrive à le porter sur Randy Orton, il remporte le combat. Et il remporte par là même le titre de la WWE, nouveau champion, car c'était Orton qui était champion à ce moment-là. Donc le match est très court, comme je vous l'ai dit. Après, ça m'a fait penser un petit peu au match d'Umaga et CM Punk, où pendant tout le combat, on a vu qu'il n'y avait qu'une seule chose dans le cerveau de Randy Orton, c'était de s'échapper à tout prix de la cage pour ne pas se faire prendre au piège par Batista. C'est vrai qu'avec un catcheur du gabarit de Batista, un match en cage qui va durer longtemps, je sais pas, 15-20 minutes, c'est un risque parce qu'on peut assez rapidement s'ennuyer. Donc en gardant le match relativement court comme ça, d'une part c'était une surprise, donc moi quand je suis surpris, que ce soit positif ou négatif, je considère ça quand même comme quelque chose de bon, malgré tout. Et au moins on s'est pas tapé un truc qui va durer 15 ans comme le Triple H Batista qu'on a eu cette année à WrestleMania 35. Donc voilà, un bon petit match. Voilà, comme je l'ai dit, je dis beaucoup voilà, ouais, on s'en fout. 7 minutes, 2 points de suture, parce qu'il n'y a pas non plus suffisamment de choses dans ce match pour mettre une note plus haute. Mais voilà, je trouve qu'ils ont bien fait le job. Ils ont raconté une bonne histoire, c'est-à-dire que Orton, il est pris au piège par Batista dans cette cage. Et pour survivre, il faut qu'il sorte à tout prix. Mais il n'y est pas arrivé. Et Batista gagne très logiquement. Et Orton non plus, comment dirais-je, son personnage n'en sort pas amoindri d'avoir perdu en 7 minutes. Non, il a montré que voilà, c'est juste Batista qui est plus fort, et dans une cage, c'est le bordel avec lui, quoi. Par contre, le côté court et intelligent du match en cage, on ne va pas le retrouver dans le match suivant. Match soumission entre Cena et Big Show. Alors franchement, au bout de 10 minutes de match, je me suis dit, mais le match n'a toujours pas démarré. Enfin, je veux dire, ça n'a pas picked up, comme on dit, il n'y a pas de... Le rythme ne s'est pas accéléré. Et pourquoi ? C'est parce que le match dure 19 minutes. 19 minutes d'un match soumission entre Big Show et John Cena. Je vous laisse imaginer la cata. Je lui mets que 1 point de suture parce que franchement c'était d'un ennui terrible. Le finish, c'est Big Show qui a un pied bloqué dans les cordes et John Cena qui lui porte le STF qui va lui donner la victoire. Donc au bout de 19 minutes, j'ai remarqué, en tout cas ça c'est sur la version network, j'ai pas re-regardé sur la version live parce que voilà, avec le network, pas besoin de m'emmerder à télécharger ça non plus. Après que Cena ait mis le pied de Big Show dans les cordes, j'ai vu que les plans se sont toujours focalisés sur Big Show et Cena, mais en gros plan. Donc on n'avait plus du tout, le plan large, qui aurait été beaucoup plus logique dans la mesure où l'histoire autour du finish, en fait, c'est que le Big Show, il est bloqué dans les cordes. Mais là, on le montre pas. Donc, selon moi, son pied avait dû sortir des cordes, et puis voilà, le finish était un petit peu raté. Le truc que j'ai préféré dans ce match, c'est un moment, il y a Cena qui court vers le Big Show, il le pousse d'une main, et le gars, il valdingue, enfin, il jarte de 5 mètres jusqu'à l'extérieur du ring. Donc ça, c'était mon moment préféré du match, qui arrivait au bout de 2-3 minutes, et après, j'ai dormi pendant un quart d'heure. Mais je me suis dit que c'était un mal pour un bien, car enfin, après, on peut enchaîner avec, hop, je fais descendre mes notes, le main event pour le championnat du monde poids lourd entre Edge et Jeff Hardy en match de l'échelle après leur superbe affrontement qu'ils ont eu à Judgment Day 2009. Alors ce qui était très marrant, et je vais essayer de vous mettre un print screen ou quelque chose comme ça, c'est qu'au moment où je lance ce match, j'ai vu sur Twitter que WWE France a posté la cascade de Jeff Hardy du haut de l'échelle lorsqu'il atterrit sur Edge à WrestleMania 23 à Détroit dans le Michigan. Donc voilà, c'était assez sympa de lancer le truc et de checker Twitter et de voir qu'il y avait ça. Pour la petite histoire aussi, donc les deux catcheurs ont bien entendu une grande histoire de match de l'échelle ensemble, avec la rivalité Edge et Christian contre les Hardy Boys, et la première fois qu'on les avait vus ensemble, pas forcément en single, mais au moins ensemble dans un match de l'échelle, c'était lors du pay-per-view No Mercy 1999, en octobre 99. Show lors duquel on a eu le premier Hardy Boys contre Edge et Christian en match de l'échelle. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte de poster la review, donc il faudra attendre le mois d'octobre pour la voir sur la chaîne, mais voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Alors ce combat, j'ai eu un petit peu de mal, un petit peu comme Jericho et Rey Mysterio, j'ai eu un petit peu de mal à rentrer dedans, parce que c'était... Voilà, je sais pas, il manquait un petit truc, il manquait une vraie histoire, il manquait la pose des bases du combat entre les deux. C'était une chose que par contre j'avais énormément apprécié lors de Judgment Day 2009, mais au bout d'un moment, voilà, ça décolle un petit peu, et
tout rentre dans l'ordre entre guillemets. Et au bout de ces 10 minutes, d'ailleurs, les zigotos du premier rang, ils sont de nouveau super chauds, là, ils se lèvent, et ils ont envie de voir les deux mecs qui frôlent la mort. Et en parlant de frôler la mort, il y a quand même des spots, moi, qui m'ont un petit peu dérangé. Il y a 2 fois où il y a eu des spots, voilà, où il y a un moment où Edge est allongé sur une échelle qui est posée entre le bord du ring et les barrières. Jeff Hardy ouvre une échelle, mais qui est super loin. Elle est vraiment beaucoup trop loin pour qu'il puisse imaginer pouvoir sauter sur Edge. Mais quand même, il va l'ouvrir super loin et il va commencer à monter dessus. Donc j'ai trouvé ça totalement illogique parce que non seulement on priorise le spectacle par rapport à la quête de victoire, et en plus, le spectacle, là, il est pas très crédible. Alors bien sûr, il y a quelque chose de particulier qui va suivre, c'est que Edge se relève, il va monter sur l'échelle. D'ailleurs, on se demande pourquoi est-ce qu'il va monter sur l'échelle plutôt que peut-être aller dans le ring avec sa propre échelle pour essayer de choper la ceinture. Et ensuite, les 2 mecs tombent. Là, par contre, c'était extrêmement impressionnant et très très dangereux. Ils tombent tous les deux du haut d'une échelle à travers une autre échelle. Et puis, il y a un autre spot aussi où Edge est au sol. Ouais, je sais pas de bêtises, ouais, il était au sol. Jeff Hardy peut récupérer la ceinture, mais en fait, non, il ouvre l'échelle, il monte dessus pour essayer de sauter sur Edge, qui finalement se relève et s'éloigne. Donc Jeff Hardy, là, il est dans un coin du ring, debout sur l'échelle, comme un con, il sait pas trop quoi faire, sauf que là, énorme prise de risque, c'est ça, il faut lui laisser. En fait, il se laisse tomber en avant, je sais pas si vous imaginez, il se laisse tomber en avant, et il lance les bras en l'air, il arrive à choper le truc où la ceinture est suspendue. J'ai trouvé ça d'une inconscience vraiment folle. Alors je sais pas pourquoi, ça m'a vraiment frappé. Et finalement, voilà, Edge le fait tomber, etc. Mais c'était, je crois que c'est une des seules fois où on a vu ça, enfin en tout cas dans ce contexte. Parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà vu suspendu aux ceintures lors de WrestleMania 17 en 2001. Et c'est suite à ça que vous avez probablement tous déjà vu de nombreuses fois ce spot où Edge lui fait un spear du haut d'une échelle à travers les airs pendant que Jeff Hardy est suspendu. D'ailleurs, il sera, en parlant de spear du haut d'une échelle, Edge va le retenter, mais il se fera contrer en Twist of Fate. Et là, c'était encore un autre exemple où, là pour le coup, c'était pas forcément la logique qui m'a dérangé, c'est juste que ça a suivi à peine 1 minute après leur spot énorme à l'extérieur du ring où ils sont tombés à travers l'échelle. Et je me suis dit, mais les gars, prenez un petit peu plus votre temps. Si vous restez pendant 2 minutes non-stop au sol après un bump aussi gros, et ben la foule va commencer à se dire, merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un truc sérieux qui est en train d'arriver? Enfin, voilà, ça va rajouter encore plus de drame à votre combat. Et puis le pay-per-view, là, il a duré sur le network, en tout cas, 2h54. Donc ils étaient pas à 1 ou 2 minutes près, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, j'ai pas trop aimé qu'ils fassent 2 bumps aussi gros les uns après les autres en moins de 2 minutes. J'aurais préféré franchement qu'il en fasse que un ou l'autre, ou alors qu'ils vendent vraiment beaucoup plus entre les deux, parce que là je trouve que ça a cassé du drame. Après, de manière rétrospective, je repense aux autres combats du show et je me dis que s'ils ont été si courts, si clean, sans trop d'acrobatie, alors soit c'est vraiment une volonté des catcheurs pour raconter une histoire, je veux gagner le match, donc si c'est ça, un grand coup de chapeau, parce que c'est le genre de choses que j'apprécie énormément et comme je l'ai dit qui manque dans le catch moderne aujourd'hui, ou alors c'était tout simplement pour faire beaucoup moins, pour laisser toutes les grosses acrobaties, pour laisser toutes les grosses prises de risque lors du main event, parce que de toute évidence ça a marché. Et le finish, il était très original. Jeff Hardy remporte le combat, remporte la ceinture, nouveau champion du monde poids lourd, alors que Edge, en fait le gars il est keblo entre 2 marches de l'échelle, il est comme ça. C'était très original, j'ai beaucoup aimé cette fin qui arrive au bout de, alors quand est-ce que j'ai mis 20 minutes de combat. Voilà, je vais pas lui mettre 4 points de suture parce que voilà, j'ai mis un petit peu de temps de nouveau à rentrer dedans. Par contre, je vais quand même mettre 4 points de suture au combat plus ce qui suit, parce que juste après le combat, eh bien la musique de CM Punk retentit et il arrive sur le ring avec son Money in the Bank et il cash in. Alors ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a 10 ans, la foule n'était pas encore, on va dire, conditionnée au sens et à l'importance du Money in the Bank et du cash-in, parce que quand la musique de CM Punk retentit, si on avait une situation similaire aujourd'hui en 2019, vous êtes sûr à 100% que la foule exploserait, sachant ce qui est en train d'arriver. Et là non, c'est genre, ah CM Punk, machin, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va cash-in?
Donc la foule a mis un petit peu de temps à vraiment rentrer dans le truc. CM Punk, bien sûr, donc il arrive, il cash-in. Jusqu'à ce moment, il faut savoir que aucun cash-in depuis WrestleMania 21 n'avait raté. Au niveau du vainqueur du Money in the Bank, la CM Punk arrive, il porte le go-to-sleep à Jeff Hardy qui se dégage à 2,99999. Et donc là, franchement, je me suis dit, oh putain, est-ce qu'il va perdre le truc? Surtout que Jeff Hardy, il va enchaîner avec un petit paquet duquel CM Punk va se dégager in extremis avant de porter un deuxième go-to-sleep pour remporter la ceinture et devenir le nouveau champion du monde et couronner un pay-per-view d'une très bonne manière. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre 4 points de suture. Enfin, j'ai mis 4 points de suture au combat Jeff Hardy contre Edge en match de l'échelle, plus la petite extension du cash-in Money in the Bank par CM Punk. Alors que dire de ce pay-per-view de manière globale pour synthétiser ces 3 heures de catch? C'est que j'ai passé un moment... Pour moi, c'était un moins bon pay-per-view que Backlash et Judgment Day. Il y a pas mal de matchs qui sont relativement moyens, qui sont relativement courts. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà, c'est un pay-per-view qui est un petit peu entre parenthèses, quoi. Il est là sans trop être là. Donc pour sa note globale, je vais lui mettre une note moyenne de 2 points de suture et demi. Parce que quand on reprend les notes, allez, on a quoi? On a 4. On a 1. Ah non, j'ai mis 1,5 pour CM Punk. Bon, c'est pas, pour Big Show, John Cena, c'est pas grave. Donc on a quoi? 4, 1,5, 2. Ambulance, 2, 2. 3,5, 2. Donc il y a 2 très bons matchs, mais le reste c'est... Voilà, si on n'avait pas vu ces matchs, on n'aurait rien perdu de l'histoire et de la chronologie du catch et des feuds de l'époque. Donc c'est pour ça que je vais maintenir cette note moyenne d'un pay-per-view qu'il faut quand même peut-être regarder, mais alors sur des matchs individuels pour le main event et le Chris Jericho, Rey Mysterio. Voilà les amis, j'espère que cette review vous a plu de la WWE dans la nuit des temps. Je sais même plus maintenant quel numéro on est, quel épisode c'est. Mais on se donne rendez-vous très bientôt pour d'autres épisodes. On va avoir un mois de juin relativement chargé. Il me semble qu'il y en aura 4 ou 5 des nuits des temps en tout. Et puis il y aura un deuxième pay-per-view WWE de 2009. Ce sera à la fin du mois. Il y aura de la WWE de 1999 et de la WCW de 1999. Bref, plein de réjouissances. Et en dehors de cette série dans la nuit des temps, et bien comme d'habitude, gardez l'œil, car d'ici là je vais aussi vous poster plein de super vidéos sur la chaîne qui, j'en suis convaincu, sauront vous plaire. Et d'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est-à-dire pas grand chose si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.